Monsieur Maffesoli, merci de nous recevoir chez vous à Paris, dans le 5e arrondissement. Vous êtes l'auteur d'une quarantaine de livres, peut-être même une cinquantaine aujourd'hui. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne. Vous avez été traduit dans une vingtaine de langues. Vous êtes connu en Amérique latine, au Brésil, au Mexique, un pays que je connais un peu. Bref, vous êtes l'auteur d'une œuvre considérable et vous publiez tout récemment Le Temps des peurs aux éditions du CERD, un livre dans lequel vous revenez contre ce qu'on appelle à Libre Média le sanitarisme et vous parlez d'une revanche finalement du peuple contre une certaine élite, un certain establishment. Quels sont les mécanismes principaux que vous décrivez dans cet ouvrage, cette colère populaire? Par quoi elle est portée? Parce que vous appelez la postmodernité, évidemment, mais qu'est-ce qui est les éléments les plus récents qui confirment votre thèse? Bon, tout d'abord, chacun a son idée obsédante dans une œuvre. Moi, la mienne, depuis de longues années, c'est de rendre attentif qu'on assiste à la fin d'une époque. Je rappelle toujours, j'aime les étymologies, en particulier le grec. Époqué, en grec, ça veut dire parenthèse. Donc, j'ai essayé de dire de diverses manières, depuis 2 décennies, que l'époque moderne, la modernité, qui commence avec le XVIIe siècle, qui se conforte avec le XVIIIe siècle, qui se systématise avec le XIXe siècle, est en train de finir. Voilà. Et quelque chose d'autre est en gestation. Une autre époque que, faute de mieux, avec des grands amis comme Baudrillard ou comme Lyotard, j'ai appelé la post-modernité. Voilà. Je dis bien faute de mieux, puisque nous sommes dans un moment naissant, une gestation. Entre 2 époques, et voilà ma réponse à votre question précise, entre des époques, il y a des périodes. Ce que j'appelle période, ça dure quelques décennies, c'est ce que nous vivons actuellement. Période quelque peu crépusculaire, où on pressent les valeurs qui sont en train de cesser et on se contente de balbutier sur ce qui est en train de naître, si je puis dire. Voilà. Et dans ces périodes intermédiaires, il y a un décalage entre l'élite et le peuple. Voilà. En gros, ce que j'appelle la société officielle et la société officieuse. La société officielle, c'est en effet ceux qui ont le pouvoir, les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire, de faire, politiques, journalistes, experts de tous ordres, etc., qui restent sur les schémas modernes, c'est-à-dire sur l'individualisme, le rationalisme et le progressisme, voilà le trépied de la modernité. Alors que le peuple, quant à lui, est en train d'élaborer d'autres valeurs. Et dans ces moments intermédiaires, alors voilà ce que j'appelle la stratégie de la peur, c'est-à-dire que cette élite qui, d'une certaine manière, pressent qu'elle est en train de cesser, qu'il y a une circulation des élites qui va s'opérer, eh bien, je dirais, se défend, d'une manière plus ou moins consciente d'ailleurs, mais se défend en mettant en place des stratégies de peur. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ce qui est intéressant dans cette thèse-là, c'est-à-dire que vous êtes optimiste. Contrairement à d'autres qui pensent que la gestion de la pandémie a été finalement une victoire de la technocratie, vous pensez plutôt que ça a été une défaite de la technocratie. Vous pensez que c'est un espèce de, comment on appelle ça, un mouvement d'arrière-garde. Oui. Donc la réaction de l'establishment français, occidental en général, pour vous, c'est plus le symptôme de leur fragilité que de la force de leur régime. Oui, c'est exactement cela. Juste, je nuance parce que je n'aime pas le mot que vous m'attribuez et qu'on m'attribue souvent. Je ne suis pas optimiste. Je suis réaliste. Je dis que je suis réaliste. En effet, il y a la sinistrose, il y a la collapsologie qui fait qu'on considère, si je le dis d'une manière un peu triviale, que tout fout le camp, qu'il n'y a plus de valeur. Alors que, pour moi, enraciné dans la sagesse populaire, je considère qu'il y a à certains moments des moments de révolte, d'insurrection. L'essai précédent s'appelait l'ère des soulèvements, et on a vu des quantités de ces soulèvements s'opérer, depuis les Gilets jaunes, depuis les convois de la liberté, depuis les grands rassemblements juvéniles que l'on voit partout en France, ici ou là. J'avais hier ou avant-hier un ami, un journaliste belge, m'indiquant, je l'avais oublié, les soulèvements qui se sont faits
au bois de la Cambre à Bruxelles, par exemple, qui ont été énormes, hein, et un peu partout en Europe d'ailleurs, hein, ce n'est pas uniquement en France, il y a ces soulèvements. Alors voilà, quand je dis je suis réaliste, c'est-à-dire que oui, en effet, il y a cette attitude des élites, et l'expression que vous avez employée me convient tout à fait, c'est un combat d'arrière-garde. Hein. Les combats d'arrière-garde sont les plus sanglants. Hein. Moi, j'ai eu comme un de mes maîtres à Strasbourg, qui était Julien Freund, professeur de sociologie politique, spécialiste de la polémologie, du combat, hein, de la lutte, montrait que quand une armée pressent qu'elle a perdu, c'est ça les combats d'arrière-garde. Donc pour vous, c'est le plus sanglant. Ils sont les plus sanglants. Macron, le confinement, ce que vous appelez la tyrannie médico-politique, cette espèce d'adultocratie, de gérontocratie, vous êtes très critique des boomers. Pour vous, tout ça, finalement, n'est pas appelé à rester, mais à s'effondrer. Non, c'est la fin. Comment c'est possible? Mais pour nos auditeurs là, qui ont l'impression plutôt que c'est la Chine qui pousse et qui... on pourra en parler du modèle chinois qui a été appliqué en partie en Occident durant la pandémie, mais comment les convaincre d'un... Ça, c'est pas mon métier de convaincre. Hein. Moi, je ne suis pas un curé ni un moraliste. Hein. Donc, je constate un certain nombre de choses. Je rends attentif dans mes livres ce que j'appelle des indices. Hein. Je index en latin, je pointe quelque chose ici ou là. Après, débrouillez-vous. Si je le dis, je pourrais le dire plus vulgairement, je ne le ferai pas. Mais ce n'est pas mon travail de dire, de convaincre. Moi, mon constat, je fais un constat tout simplement. On a des quantités de... Je vais vous donner un exemple. On a des quantités d'expressions de ce désaccord. Hein, en termes savants, on dit la discrépance entre les élites et le peuple. Hein. En France, nous, par exemple, prenons toutes les dernières élections, il y a eu un abstentionnisme extraordinaire, hein, 53% d'abstention, et ce qu'on n'ose pas dire, c'est qu'en plus, il y a les non-inscrits sur les listes électorales, 3 à 4 millions de Français. Si bien que quand on additionne cela, les votes blancs, les votes nuls, un élu, un Macron ou un député quelconque, représente 10% de la population. Voilà une forme de soulèvement. Vous voyez que l'abstentionnisme, c'est une forme de soulèvement. Hein. Je ne me reconnais plus dans ce que tu es censé représenter. Hein, c'est plus de la représentation politique. Voilà, donc repérons en quelque sorte le fait que d'une certaine manière, il n'y a plus un accord. L'idéal démocratique, c'était une représentation politique. Hein. Au travers des élections, le pouvoir était censé représenter ce qui était le peuple. Là, il n'y a plus cette espèce de représentation, et toutes les manifestations qui ont lieu actuellement en France, ça sont une des expressions. Hein. Aujourd'hui même, d'ailleurs, hein, ce 15 mars, il suffit un peu de traîner dans les rues pour se rendre compte qu'on sent bien, et ça c'est régulier, qu'il y a quelque chose qui est un désaccord. Hein. Je rappelle une chose très simple. Excusez-moi, vous adressez à un vieux professeur, donc je suis obligé de rappeler quelques références. Pour les gens de mon âge, on nous a appelé ce qu'on appelle en latin la sécessio plebis. Le peuple fait sécession. Il ne se reconnaît plus dans le Sénat, il se retire sur l'Aventin. Et il faut du temps pour le faire revenir dans la cité. Hein. Quelques siècles plus tard, Machiavel montre qu'il est des moments où il y a une distinction entre ce qu'il appelle la pensée du palais et la pensée de la place publique. Hein. Pour ceux qui connaissent Florence, on sait bien qu'il y a là ce désaccord. Voilà, moi je ne fais que constater ce désaccord, donc, comme cela arrive régulièrement. Que le fossé entre l'establishment et le peuple va continuer de se creuser, que cette crise de la représentation va continuer à s'exacerber, et comment tout ça peut se manifester à travers des soulèvements comme les Gilets jaunes, à travers des mouvements de grève. Comment ça peut se poursuivre? Vous voyez, ces deux livres se tiennent, hein, l'ère des soulèvements et le temps des peurs. Hein. Et j'avais dit l'ère des soulèvements en opposition à ce qu'était un grand historien américain qui s'appelle Hoffheim, qui avait fait l'ère des révolutions. Hein. C'est-à-dire le propre des révolutions, c'était un parti politique qui mobilisait les énergies, lutte des classes, etc., pour arriver à la société parfaite un peu plus tard.
Pour moi, c'est fini, ça. Hein. La forme parti a fait son temps, et on voit bien comment les élections ne représentent plus grand-chose dans l'idée de la représentation. Et par contre, il y a une multiplicité de ces petits soulèvements. J'ai bien dit, alors pour nous en France, ce furent en effet les Gilets jaunes. Mais vous voyez, par exemple, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais il y a chaque fin de semaine en France des rave parties. Des gens qui se rassemblent pour faire de la musique, des jeunes comme ça, 3 000 à 4 000. Musique illégale, ils n'ont pas le droit. Hein, et la police vient très souvent pour les déloger. Voilà encore pour moi des petits indices, hein, des petites manifestations de ces soulèvements. Hein, et ça a eu lieu même quand il y a eu ce fameux confinement, c'est-à-dire des gens qui voulaient être ensemble pour être ensemble. Pas le port de la muselière, pas les gestes, on va reparler du... pas les gestes barrières et les trucs de ce genre, vous voyez. C'est rassemblement. Je dis, moi, être ensemble pour être ensemble. La multiplicité de manifestations qui ont lieu actuellement, il y a un prétexte, maintenant c'est la retraite. Mais pour moi, c'est un prétexte. Un symptôme. Voilà, un prétexte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne fait que traduire, oui, symptomatologique, qui ne fait que traduire fondamentalement ce profond désaccord. Voilà. Alors, c'est délicat de dire qu'est-ce qui va se passer. Moi, l'exemple que je donne... C'est parce que les gens sont curieux et... Les auditeurs sont curieux, aimeraient anticiper, évidemment. Ils n'ont qu'à regarder. Hein. Moi, je ne sais pas ce qui se passe au Québec, mais je donne un exemple que j'ai emprunté à un sociologue américain qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Sorokin, peu importe, des années 30, spécialiste de la culture. Et il a utilisé un mot très simple, que j'ai souvent utilisé dans mes livres, le mot de saturation. La saturation, l'exemple qu'il donne, il dit « Là, j'ai un verre d'eau que je sale et que je sucre. Jusqu'au dernier moment, je ne vois pas quand le verre d'eau est saturé. Mais c'est le dernier grain, hein, j'ai oublié, de sel ou de sucre qui fait que le verre d'eau est saturé. Pour moi, c'est un peu ce qui est en jeu actuellement. Vous voyez, c'est toujours délicat de dire comment ça va se passer, quand cela va se passer. Mais on a une série quand même de manifestations actuellement qui montrent bien qu'on est au dernier grain de sel ou de sucre. Voilà, et que donc le verre d'eau va être bientôt saturé. C'est une métaphore que j'emploie, hein, mais voyez, on peut l'appliquer à ce qui est la réalité politique du moment. Voilà. Vous avez été l'un des quelques intellectuels français à vous prononcer publiquement, c'est-à-dire à critiquer publiquement la gestion de la pandémie. Vous êtes très dur dans votre analyse. Vous parlez notamment du rapport aux enfants, à quel point les enfants ont été négligés durant cette période. Donc, vous décrivez cette stratégie de la peur. Donc, on alimente la peur pour offrir de la sécurité. Donc, vous êtes l'un des rares intellectuels français à avoir eu, j'ose le dire, le courage de critiquer la gestion de la pandémie. Êtes-vous inquiet quand même pour l'état de la liberté d'expression en France? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été dans les 10 intellectuels français, dans les 20, dans les 30 au maximum? Je ne sais pas. Mais je vais vous dire une chose. J'étais quand même... permettez-moi, maintenant que je suis un peu âgé, de me vanter un tout petit peu, d'une manière assez prophétique dans ce qui était ma thèse d'État, c'est-à-dire paru en 1978, un livre que j'appelais « La violence totalitaire » à l'époque. Je rendais attentif au fait qu'on était en train d'hygiéniser la société, hein, de la pasteuriser, si je puis dire. Hein. J'avais employé cette espèce de métaphore. Et que d'une certaine manière, c'est cette espèce d'hygiénisation qui allait aboutir au fait qu'il n'y avait plus de société. Hein. Le fameux risque zéro, c'est cela. Voilà. Alors du coup... Bon, c'est m'appuyant sur mes analyses des années 70 que, compte tenu de ce qui s'est passé, ce que j'ai appelé, moi, je vous prie de m'excuser, cette psychopandémie. Oui, ça, je me rappelle. Une pseudo-pandémie, une psychopandémie, c'est-à-dire que c'était dans les têtes, fondamentalement. C'était une manière de manier, comme je l'avais montré dans ce que j'appelais la violence totalitaire, un pouvoir en déshérence. Pas uniquement en France, hein, cela a été dans de nombreux pays, à reposer sur cette fameuse stratégie de la peur. L'idée de base pour moi, c'est « je te protège, tu te soumets ». Voilà. Et que donc, dans le fond, on est censé protéger, enfin, cette élite, ou qu'on appelle le service public en France, est censé protéger le peuple en appelant dès lors à sa soumission. Et le confinement, c'était ça. Les fameux gestes barrières, c'était ça. Ne pas sortir le soir pour boire, etc., c'était ça. Mais il s'est trouvé
que, quoi qu'il y ait eu ces lois de confinement, quoi qu'il y ait eu tout ce qui était ces injonctions à établir des barrières, que ce soit ici à Paris ou que ce soit dans mon petit village du Sud, chaque soir, il y avait des apéros. Vous voyez? Donc les gens se rassemblaient. Plus de résistance en France qu'au Québec, j'ai l'impression. Mais une vraie résistance, hein, c'est-à-dire que ça se faisait, un point, c'est tout. Alors, vous voyez, moi j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que la presse n'en a pas parlé, n'en parlait pas de cela, enfin en France, hein, il n'en parlait pas, puisqu'il y avait une soumission de la presse au pouvoir public, bien évidemment. Donc il y avait une vraie soumission, on n'en parlait pas, mais concrètement, hein, je dirais dans la vie quotidienne, moi c'est ça qui m'intéresse, hein, je suis un spécialiste de la vie quotidienne, fondamentalement. Ouais. Dans la vie quotidienne, il suffisait de sortir, il y avait ça. Moi je n'ai jamais porté de masque pendant tout le temps, hein, ici, je ne me suis jamais fait arrêter. Vous voyez, par exemple, à titre tout à fait personnel. Et je n'étais pas le seul dans cette perspective-là, dans cette attitude-là. Voilà. Donc, j'y reviens, la liberté d'expression, puis vous la défendez là, dans le temps des peurs. Vous observez manifestement une érosion de la liberté d'expression. L'état de la presse en France, vous êtes extrêmement critique à l'égard de la presse. Oui, mais cette presse, vous voyez, si on s'amuse à additionner ces trois journaux dont on parle toujours, Le Monde, Libération et Le Figaro, en additionnant ça, on aboutit à 400 000 lecteurs. Qu'est-ce que c'est, ça, 400 000 lecteurs? Je rappelle que la France est un pays de 65 millions de personnes. 67 millions d'habitants, hein, voilà, dans 67 millions d'habitants. Alors, vous voyez, c'est là où, quand même, il y a lieu d'être attentif. On parle tout le temps des journaux que je viens de dire. On est censé dire la même chose pour les grandes chaînes de télé ou les chaînes de télévision en continu. Mais il n'en reste pas moins que ce n'est plus là, véritablement, qu'on pense, qu'on se fait son adhésion, qu'on a ses idées, etc. Les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, moi je pense qu'il faut y être attentif, je l'écris souvent dans mes divers livres ces derniers temps, c'est là qu'il y a quelque chose d'alternatif. Alors, bien sûr que il y a une interdiction de penser, hein. J'ai un chapitre sur ce dernier livre sur le complotisme, je dis que c'est tout simplement une inquisition. Quand une élite est en voie de perdition, elle est inquisitrice. Donc elle interdit de parler. Et actuellement, quand on pose des questions, on est taxé de complotiste. C'est ça, c'est tout simplement, c'est l'inquisition, comme cela se voit régulièrement. Mais donc il y a ça. Moi, je ne veux pas le nier, hein. Je ne veux pas être un naïf là-dessus. Mais en même temps, eh bien, il y a des quantités d'échappatoires. Voilà tout ce que je peux dire. Vous voyez, alors en effet, réseaux sociaux, blogs, forums de discussion, et tout à l'avenant, si vous voulez, hein, qui fait que, d'une certaine manière, c'est des formes de résistance. C'est ça pour moi. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est partisan, ce n'est pas quelque chose qui est syndical, hein, puisque moi je considère que le parti et les syndicats... Ce sont des luttes apolitiques? On fait leur temps. Pour moi, disons... La politique n'est plus véritablement quelque chose qui agrège. Vous voyez, hein, à l'époque déjà, je rendais attentif au fait que la forme parti avait fait son temps. Hein. Les partis ne représentent plus grand-chose en termes quantitatifs. Vous voyez, il suffit de le voir, de le dire et de le savoir, cela. En fait. Les syndicats, moi j'ai débattu l'autre jour dans une chaîne avec une déléguée UNEF de l'UNEF, c'est le syndicat étudiant. Je lui rappelais quelque chose qui est très simple. Quand il y a les élections pour les syndicats étudiants, il y a à peine 1,3% de participation. Vous voyez, je répète, 1,3% de participation. On n'est plus dans la représentation. Mais il se trouve que ces syndicats sont financés, donc voilà, quoi. Ils perdurent dans l'être. Mais alors un déclin de la figure de l'État, de ce que vous décrivez souvent comme une figure paternelle, et vous parlez plutôt d'une société plus horizontale que verticale. La loi des pères, la loi du père, la loi des frères. La loi des frères, oui. Quand je dis ça, c'est parce que, vous voyez, on a pu dire, et les historiens ont montré, qu'on comprenait une société quand on avait saisi sa topique, topos. Hein. Topique, ça veut dire le lieu, qui était le sien. Et c'est une manière un peu intellectuelle de poser le problème, mais c'est la chose suivante. Ce qui a été la topique, le lieu de la modernité, c'est la verticalité. C'est la loi du père, en effet. Hein. C'est une expression de Jacques Lacan qui utilise ça. Okay. Cette loi du père, en montrant, alors c'est le père, c'est le politique, c'est le professeur, le sachant, on dit. Hein, le sachant, voilà. Expression française amusante actuellement. Et il se trouve que là encore, une fois, Internet aidant, soyons clairs, réseaux sociaux aidant,
forum de discussion, plateforme de divers ordres, eh bien, ce n'est plus simple verticalité, mais une horizontalité qui est en gestation. Pour le meilleur et pour le pire, parce que dans cette horizontalité, on voit du pire aussi, hein, soyons clairs, on ne va pas être naïf là-dessus. Mais il n'en reste pas moins que ce n'est plus le sachant qui prévaut, hein, il y a une relativisation de celui qui est censé avoir le pouvoir, et il y a autre chose qui est en gestation. Voilà, c'est tout. Je rends attentif à cela. Hein. On verra bien. Donc, du coup, un de mes livres précédents s'appelait La transfiguration du politique. C'est un vieux livre qui a eu le prix de l'Académie française, d'ailleurs, ce livre. La transfiguration du politique. J'ai montré que la politique n'avait plus la même figure, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle n'agrégeait plus véritablement. Et je m'appuyais sur Platon, disant que dans la cité grecque, c'est-à-dire la vraie démocratie, seul celui qui savait gérer sa maison pouvait gérer la maison commune. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire gérer sa maison? C'est-à-dire savoir comment on habite, on mange, on s'habille, on parle avec les gens. Vous voyez, il y a de la convivialité, il y a de la socialité. Hein, j'avais proposé ces expressions. Eh bien, actuellement, pour ceux qui concernent la France, hein, puisque je vous parle de ceux que je connais, hein, pour ceux qui concernent la France, les gens au pouvoir, ce sont une carrière, gauche et droite confondues. D'ailleurs, hein, de ce point de vue. Donc, du coup, ils ne connaissent plus rien de la vie quotidienne. Et c'est ce qui entraîne... déconnexion des élites. Voilà, cette espèce de déconnexion. Et de mon point de vue, déconnexion et faillite des élites. Voilà, il y a une faillite des élites qui est en gestation actuellement. Vous parlez beaucoup aussi de la pauvreté spirituelle qui aurait été un des moteurs du confinisme, ou moi, ce que j'appelle le sanitarisme, lui, on parle de covidisme, etc. Là. Pouvez-vous nous parler de ça? C'est comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de solidarité, on était solidaires les uns des autres, mais finalement, vous dites qu'on était devant une société complètement atomisée, où règne un profond désenchantement et un profond malaise. Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas ce que je décris. Je décris au contraire qu'est en train de s'élaborer une nouvelle manière d'être ensemble, mais qui n'est plus celle qui est représentée par les pouvoirs. Hein. Heidegger disait on a une idée dans sa vie, ma seule, autour de laquelle on tourne. Hein. Ma seule idée, c'était justement dans ma thèse d'État, la violence totalitaire, je faisais une distinction entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir institutionnel, et la puissance qui vient du peuple. Quand ça marche, ça marche. Hein, il y a un accord entre les deux. Hein, et c'était ça, le bel idéal démocratique. Hein, cette grande dame de la pensée qui s'appelle Hannah Arendt a développé dans ce qu'elle appelle l'idéal démocratique, comment il y avait cet accord entre le pouvoir et la puissance. Il est des moments, c'est ce que je disais tout au début de notre intervention, qu'il y a un désaccord entre le pouvoir et la puissance. C'est ce qui est en gestation. Et alors du coup, il est intéressant de voir ce qui est en gestation, justement. Alors, moi, je maintiens qu'il y a un réenchantement du monde. Ouais, voilà, un vrai réenchantement du monde, mais au-delà de l'officiel, à la base, dans le peuple, dans la société officieuse, chez les jeunes générations en particulier. Et la société officielle reste, vous voyez, pour le dire simplement, sur une conception, de mon point de vue, très marxisante. Qui a dominé, qui est en train qui se répand, même s'ils n'ont pas lu Marx. Moi, j'ai lu Marx. Mais c'est-à-dire quoi, cette style marxisante? Une conception très matérialiste du monde, l'économie. Actuellement, en France, quelques politiques, journalistes, experts parlent toujours du pouvoir d'achat, de la valeur travail, de l'inflation. Alors moi, je ne nie pas que ça n'existe pas, ça, c'est pas la question. Je dis, là, voilà du matérialisme historique. Voilà quelque chose qui reste sur la vieille idée marxienne du 19e siècle. Et que ce qui est en gestation, quand on regarde ces jeunes générations, c'est pour moi le retour du spirituel. L'appétence, encore une fois, pour le sacré. L'appétence pour des valeurs qui ne sont pas des valeurs matérielles ou matérialistes. Justement, vous dites quand même que... on a alimenté une angoisse qui était basée sur le refus du monde tel qu'il est. C'est ça que quand même vous décrivez, donc le port du masque, quand vous dites le carnaval de Venise généralisé, dans une formule très, très bonne, c'est quand même ça, il y avait quand même dans l'air une anxiété basée sur... Parce que c'est quand même double. D'un côté, vous avez quand même une société qui est surmédicamentée, où les gens sont plus... Et de l'autre, vous avez ce que vous décrivez, c'est-à-dire la naissance, une renaissance tranquille
l'avènement de la postmodernité. Donc, ça reste que c'est un peu double, Oui, non? oui, non, non, mais bien sûr. Vous voyez, si je le dis au travers d'une expression populaire en France, c'est on a l'habitude de voir le verre à moitié vide, moi je veux le voir à moitié plein. Voilà, hein. Et que l'attitude dominante, c'est de voir le voir à moitié vide. Cela dit, je suis d'accord avec vous, bien évidemment, il y a eu et il y a encore, et je ne l'ai pas relevé tout à l'heure, mais par exemple, cela a été souligné, le développement des tentatives de suicide, pas simplement chez les adolescents, mais même chez les enfants, Ah, venus du confinement, soyons clairs. Vous voyez, il y a des quantités. Donc moi, je ne nie pas qu'il y ait cet élément de pasteurisation dangereuse de la vie sociale. Mais en même temps, vous voyez, je veux rendre attentif, vous voyez, c'est un problème de tendance théorique, je veux rendre attentif au fait que à côté de cela, ou en deçà de cela, au-delà ou en deçà, il y a une vraie résistance populaire. Voilà. Alors, je caricature un peu, je suis d'accord. Hein, la caricature, c'est qu'on charge le trait pour faire ressortir quelque chose qu'on ne veut pas voir, mais qui est là. Voilà. Donc je fais de la caricature. Mais voyez pourquoi je le fais, c'est parce que la tendance, pour ceux que je connais dans le débat en France, il est celui de la sinistrose. Hein, si je le dis vulgairement, tout fout le camp. Alors que, d'une certaine manière, il suffit un peu d'ouvrir les yeux pour se rendre compte qu'il y a encore une énergie, voilà, qui est là. C'est tout. Hein, mais vous voyez, ce n'est pas un désaccord avec ce que vous venez de me dire. Je dis, c'est un problème de... il faut faire ressortir ce qui crève les yeux et qu'on ne veut pas voir. ah. Voilà, en gros. Donc, bref, vous reconnaissez que, bon, ce- ce- cette forme de renversement des valeurs, je ne sais pas si c'est un mot une expression qui vous convient, va se faire graduellement. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et on s'entend que le sanitarisme peut revenir sous d'autres formes, notamment la forme écologique. Donc, le contrôle social que vous dénoncez, euh, que vous observez, va rester, mais il va y avoir une résistance à ces nouvelles formes de contrôle social qui sont nées quand même du sanitarisme, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des contrôles écologiques, la crise Oui. énergétique, etc. Donc, il va y avoir une sorte de lutte entre ces deux pôles. Oui, vous comprenez, quand il y a ces moments intermédiaires, hein, ces périodes que j'ai dit, le pouvoir reste le pouvoir, et puis la puissance cherche des moyens, justement, pour contester le pouvoir. C'est ce qui est en train de se passer, tout simplement, vous voyez. Alors, en effet, vous dites sanitarisme, moi je disais hygiénisation ou pasteurisation, peu importe les termes, ce sont des métaphores, mais qui rendent attentif au fait qu'il y a cette mise en place d'une stratégie de la peur d'une élite en déshérence. Un point, c'est Vous tout. pensez que Voyez, hein. le pouvoir finalement craint le peuple actuellement, d'une certaine façon? Il pressent que c'est sa fin assurée. Je fais exprès de dire pressent, hein, ce n'est pas une conscience, hein, ce n'est pas une conscience claire qui est là. Ah, Hein, mais on voit bien comment, de diverses manières, il y a une telle poussée populaire, hein, et il n'y a pas lieu d'avoir peur de cela. Hein. C'est pour ça que j'insiste sur ce processus de saturation qui existe régulièrement. Hein. Et le paradoxe, vous voyez, est le suivant. Chaque fois que c'est la fin d'une époque, quand il y a crise civilisationnelle, moi je dis transmutation des valeurs, eh bien curieusement ça s'accompagne d'une épidémie. Hein. La décadence romaine, c'est la peste antonine. Hein. La fin du Moyen-Âge, c'est la peste noire. Le début de la réforme protestante, c'est le typhus, etc. Et ces épidémies ont un côté apocalyptique. Et moi, je rappelle que l'Apocalypse, c'est révélation de quelque chose d'autre, hein, d'une autre société en gestation. Alors voilà, il y a curieusement ce rapprochement à faire historiquement, vous voyez, entre le fait que une élite va s'appuyer sur, comme ça, la crainte d'une épidémie, parce qu'elle pressent que c'est la fin de ce qu'elle est. Voilà. Et de mon point de vue, c'est exactement ce qui est en gestation actuellement dans cette transmutation globale. Hein. C'est une crise civilisationnelle. vous parlez de crise spirituelle également. De mon point de vue, Crise sanitaire, crise voilà, spirituelle. retour surtout du spirituel, retour, disons, de ces jeunes générations qui comprennent bien que la peur de mourir n'empêche pas de mourir, mais empêche de vivre. Voilà. Et que d'une certaine manière, il y a le souci, le désir de comprendre le visible à partir de l'invisible. Voilà. Et c'est ce qui est en gestation pour moi dans cette postmodernité naissante, fondamentalement. Vous sentez-vous ostracisé pour vos prises de position? Mais ça fait quand même
fait des décennies que vous êtes Oui, un penseur, disons, oui, inclassable. oui. Euh, J'imagine que, bon, après la carrière que vous avez eue, vous ne vous sentez ouais. pas nécessairement menacé, Non, pas du tout. Moi, mais quand même, non, mais ça prend quand même une certaine indépendance d'esprit oui, oui. Oui, mais pour avoir ces... Vous sentez-vous stressé par vos collègues, par la classe, par tout l'establishment que vous explosez, Oui, là? oui, oui. J'ai eu la chance, je vais vous dire quand même. J'ai occupé, j'ai eu la chaire j'étais titulaire chaire de Durkheim à la Sorbonne, hein, c'est-à-dire la grande chaire de sociologie. Et donc, du coup, mes chers collègues ne m'aimaient pas. Hein, parce que moi, je n'étais pas de gauche, et que quand on est sociologue, on dit on salive de gauche, si je puis dire. J'étais pas de droite non plus, j'ai une vieille tradition anarchisante qui est la mienne. Hein. C'est ça pour moi, les esprits libres d'une certaine manière, qui posent des questions. Et donc du coup, oui, j'étais éminemment critiqué pour beaucoup d'initiatives que j'ai prises dans mes thèses, dans l'acceptation des recherches que je prenais, etc. J'ai fait passer 200 thèses, vous voyez, etc. Alors à la fois, le mot ostracisé n'est pas correct, vous voyez, c'est-à-dire que j'étais critiqué, mais en même temps, on ne pouvait pas ne pas tenir compte de ce que j'écrivais et de ce que je faisais. Voilà. Et ma règle fondamentale, c'était la chose suivante, c'était de dire l'anomique d'aujourd'hui, c'est le canonique de demain. Hein. Ce qui est censément hors la loi, au-delà de la loi, c'est ça l'anomie, va devenir le canon. Hein. Tous les gens maudits de la fin du 19e siècle, en peinture, en musique, en architecture, sont devenus des références. Voilà. Et j'ai l'impression et j'ai la prétention de dire que nombre de mes idées qui étaient ostracisées, si on reprend cette expression-là, eh bien, sont récupérées, plagiées de diverses manières, etc. Moi, maintenant, ça m'est complètement égal, j'en souris de tout cela. En effet, vous avez rappelé tout au début les traductions de mes livres, les invitations que j'ai du Brésil en Corée, de la Finlande au Mexique, etc. Ce qui fait que d'une certaine manière, je me moque totalement des critiques qui ont pu m'être adressées, sauf celles qui me donnaient à penser, hein, qui me permettaient de poser d'autres questions. Hein, je rappelle, et nous pourrions en terminer là-dessus, que quand Aristote fait la distinction entre la philosophie et l'opinion, hein, la pensée et la doxa, il dit qu'il faut savoir poser des questions. Hein, poser bellement des questions. Moi, j'ai essayé de m'employer à poser des questions, et dans le fond, c'est ce qu'on qualifie de complotisme actuellement, mais en rappelant que toujours l'Inquisition n'a qu'un temps, et que très rapidement, ceux qu'on a accusés d'être des hérétiques sont devenus les références. Michel Mefessoli, un grand merci de nous avoir reçus à votre appartement de Paris. Merci, cher ami. Merci.